Épisode 370, nous sommes le 6 octobre 2022, un nouvel épisode donc avec deux chroniqueurs de l'équipe. Il s'agit d'un côté de Sébastien, un des deux Sébastien, vous le reconnaîtrez sans doute si vous regardez ce podcast qui est également disponible en vidéo sur YouTube, vous entendrez sa voix d'ici quelques instants. L'autre, vous le connaissez aussi, c'est Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Voilà, salut, tranquille. J'ai mis un col roulé. J'ai mis un col roulé. Parce que c'est t'as mis un col roulé, oui, effectivement. Un col roulé, pardon. Ou alors un pull à col roulé. Voilà. Parlons bien français pour bien commencer. Quelques mots de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, moi j'ai mis une écharpe. J'ai descendu d'1 degré le thermostat et donc je tiens l'écharpe pour garder ma petite nuque au chaud. C'est super. Vous avez donc, vous avez encore la main sur votre chauffage, sur le thermostat. Vous maîtrisez vos coûts d'énergie. Non, bien sûr, c'est un thermostat connecté, réglable chez moi, évidemment. Voilà. Et donc, chez moi, j'ai tous les tuyaux de chauffage de l'immeuble qui passent par mon appartement. Et donc, du coup, je suffoque, je transpire, j'ai chaud comme en plein été. Et en plus de ça, avec les éclairages et les machines, etc., ça fait encore plus chaud. Et ça se paye comptant, évidemment. J'ai déjà mis un rein en banque. On a un planning assez chargé, j'ai vu, parce qu'on a plus de news que d'habitude. J'ai l'impression que quelqu'un a fait des excès. Donc on va pas trop traîner, on va directement attaquer avec la première lettre de notre abécédaire, puisque c'est ainsi que s'organise notre revue de presse hebdomadaire, B comme brève. On parle donc du fameux navigateur dont on vous a déjà maintes fois parlé dans les technos. Bref, qui bloque maintenant les consentements. On parle donc des consentements via les cookies, si je dis pas de bêtises, Seb. Oui, attention, dans d'autres domaines, le consentement reste obligatoire, mais sur le web, on peut se passer du consentement. En tout cas, on va bientôt se passer du consentement, puisque Brave a annoncé que dans ses versions nightly, donc les versions qui produisent tous les jours, les versions de développement, et à partir de la version 1.45, qui sortira un peu plus tard en octobre, j'ai pas regardé où on en est là maintenant, mais pas encore tout à fait à 1.45, il va bloquer les bannières de consentement de cookies. Vous savez, ce truc qui nous est imposé par le RGPD, la loi de protection des données privées imposée par l'Union européenne, qui fait que chaque fois qu'on va voir un site web, maintenant on se fait ennuyer, en recevant une bannière qui dit nous protégeons votre vie privée, est-ce que vous voulez accepter les cookies, etc. Donc très concrètement, ils vont regarder l'HTML, inspecter l'HTML, les JavaScript, et bloquer que ce soit l'un ou l'autre si c'est lié à une bannière de consentement. Donc c'est non seulement ils vont bloquer les cookies en supprimant les cookies, mais également supprimer les pop-up et les trucs comme ça, les diffs, les trucs transparents qui nous empêchent de naviguer ou d'utiliser le site. Il va vous demander à la première utilisation si vous souhaitez le faire ou pas. Vous dites oui ou non. Évidemment, vous pouvez changer ça quand vous le souhaitez après dans les réglages. C'est pas une décision unique. Vous pouvez toujours rechanger cela. Alors ils expliquent aussi dans leur blog qu'il y a deux systèmes pour bloquer les cookies. Il y a un système qui repère la bannière et qui va simuler un clic sur le non, je refuse tout. D'accord. Supposons qu'on peut le trouver. Et puis il y a le système que eux utilisent qui est vraiment de bloquer, donc d'enlever le div pour parler technique HTML, donc l'élément d'HTML, l'élément qui vient en surimposition, la bannière, etc. En plus de bloquer les cookies. Alors, ce qui m'a amusé dans le blog post d'annonce de Brave, l'original, parce que dans les news, ça n'a pas toujours été repris comme il le fallait, ils font une petite attaque à Google aussi en disant, vous savez, je fais une petite parenthèse, Google est en train de publier un standard qui s'appelle Web Bundles, et ils sont en train de pousser pour les Web Bundles. L'idée des Web Bundles, c'est plutôt que d'avoir tous des éléments séparés dans votre page web, le JavaScript, les style sheets, enfin les designs de JavaScript, l'HTML, c'est de tout grouper dans un espèce de zip, et derrière l'URL, télécharger ce zip qui serait décompressé en quelque sorte ce côté client sur le browser, mais ça empêche les plugins des anti-pubs, etc., de voir quels sont les liens qui sont envoyés vers des sites tiers pour aller chercher des librairies JavaScript, pour faire du content management, pour faire du cookie management, pour faire de la pub, etc. Et donc ils en profitent pour mettre une petite pique sur Google en disant mais le Web Bundle, ça va casser cet aspect ouvert du web qui permet très facilement d'analyser le contenu d'une page web et de voir d'où viennent les quantités. Ils font l'analogie avec c'était Flash, le format SWF, Flash je crois.
Ouais. Ou Shockwave. C'est un gros bundle qu'on téléchargeait. Ouais. Ou Shockwave, mais Shockwave est devenu Flash, enfin, c'est ça, média, des rachats, etc. Je crois que t'as raison, c'était Shockwave au début qui est devenu Flash. Ou les PDF, même, hein, un PDF, on télécharge un PDF, dedans il peut y avoir des vidéos, des images, du texte, des scripts qui s'exécutent sans que, des virus. Très, c'est ça, sans qu'on puisse regarder exactement ce qu'il y a dedans, et donc des risques de virus, ça c'est déjà prouvé avec les PDF, et donc il tackle un peu Google en disant oui, mais nous on travaille pour un web ouvert et on aimerait bien que ça reste ouvert et privé. Donc bonne nouvelle pour les utilisateurs de Brave. Je rappelle que Brave est basé sur le Chromium, hein, donc sur l'engine qui est partagé avec Edge et avec Chrome notamment, donc c'est le même moteur de rendu, c'est juste toutes les fonctions qu'ils mettent autour, enfin juste avec des gros guillemets, qui sont très très orientées sécurité et privacy, ce qui est une bonne chose à mon avis. Faut-il vraiment que Brave bloque les consentements de cookies ? C'est la question que pose Clubic et que tu as épinglé également. Moi, j'ai pas lu l'article. Je le dis franchement, mais c'est toujours intéressant de le savoir. C'est une des sources qu'on vous propose en description de cet épisode, comme toutes les sources d'ailleurs de nos chroniqueurs. On vous propose les articles qui ont inspiré nos chroniqueurs et les différents sujets dont on parle dans chaque épisode. Vous irez jeter un œil. Évidemment, on a déjà donné une partie de la réponse ici, hein, mais voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Avis personnel, mais est-ce que ça ne va pas nous bloquer de certains contenus ? Parce que on voit que certains sites, plus qu'insister sur le fait de valider l'idée d'avoir des cookies, etc., si tu ne choisis pas ton camp, tu n'as pas accès à l'information. Ouais, il y a les paywalls aussi, il faudra pas qu'ils confondent les deux, sinon il y a certains éditeurs qui seront pas contents. Et puis il faut voir l'exhaustivité de leur recherche et de leur scan, parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont essayer de contourner ça aussi. Ouais. Alors ils expliquent aussi qu'ils se basent sur une liste open source et crowdsourced, donc générée par la communauté, qui s'appelle EasyList, que je connaissais pas, j'ai découvert en lisant cet article. Vous allez sur EasyList, je sais plus quoi, je vous dirai l'URL. C'est une liste de ressources pas à bannir, mais enfin une liste de sources de bannières de consentement, de pubs, etc. C'est utilisé notamment par certaines extensions qui bloquent les pubs dans les pages web. D'accord. C'est crowdsourced, donc ils vont se baser sur cela, plus d'autres techniques à eux, ils n'ont pas dit lesquelles, pour établir cette liste, mais il faut effectivement que cette liste soit maintenue à jour. L'avis d'Aurélien sur la question ou pas l'avis c'est vraiment les seuls et les premiers à faire ça, parce que c'est quand même un terrain qui est très proche de tout ce qui est bloqueur de pub. Oui, ça, tu as ça sous forme de plugin, effectivement, que ce soit pour Firefox ou pour Chrome. Ouais, d'accord. Il y a des plugins qui existent, effectivement, tu as tout à fait raison. Ici, c'est intégré dans... C'est intégré dans la solution Brave qui est déjà qui bloque qui est déjà un bloqueur de publicité en soi. Ça bloque déjà l'accès à certains sites qui ne veulent pas qu'on utilise ce type de bloqueur. Donc il est considéré comme en user agent quelque part comme un bloqueur de pub natif effectivement. Mais voilà, c'est une question de choix. N'hésitez pas à aller l'essayer. Oui, c'est un risque aussi, mais je pense que on va pas faire de prosélytisme ici, mais si vous voulez l'essayer, il y a le lien de téléchargement sur la homepage de lestechno.be. C'est un lien d'affiliation, je vous le dis, qui ne nous rapporte rien. Ça ne vous coûte rien. Ça nous rapporte un tout petit peu quelques petits... c'est quoi encore la monnaie Les BAT. Les BAT, voilà. Les Basic Attention Token qui reviennent de notre escarcelle. Ça, c'est pas grand-chose, c'est des cacahuètes, j'ai envie de dire. Ok, on a fait le tour de la question sur Brave. Voilà une nouvelle qui intéressera essentiellement ceux qui utilisent déjà le navigateur en question. Je vais essayer de dire toutes les lettres dans les mots que je prononce. G, la lettre G justement, comme Google, Aurélien. Results About You sera bientôt disponible. C'est quoi cette nouvelle fonctionnalité ? C'est une fonctionnalité de Google qui souhaite protéger les gens contre la divulgation d'informations personnelles sur le web, et notamment dans les résultats de recherche de Google. Donc c'est un nouveau service qui va apparaître très bientôt et qui vous notifiera de manière automatique à partir du moment où vous aurez votre numéro de téléphone, votre nom,
votre adresse mail, votre adresse physique, qui apparaîtra dans des résultats de recherche. Donc, ce que Google promet, c'est que il y aura à partir du moment où vous êtes notifié, il y a une façon très très simple de leur dire attention, effectivement, le numéro de portable qui est là, c'est le mien, il n'a rien à faire sur le net. Pourquoi sur quel site apparaît-il ? Et de demander à Google de les supprimer des résultats de recherche. Alors attention, ça sera supprimé du résultat de recherche, mais pas supprimé de la page web sur laquelle elle est. Bien sûr. Donc voilà. Et donc en fait, c'est un service que Google propose surtout pour les gens qui ont une certaine notoriété, qui peuvent être sujets à des harcèlements par exemple, sur leur téléphone portable ou autre. Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose que ça soit fait de manière plus transparente et peut-être plus facile pour l'utilisateur d'informer Google de la présence de cette information-là. Après, rien ne vous empêche aujourd'hui de mettre un Google Alert sur votre nom, sur votre numéro de portable et autres, pour être informé, peut-être moins précisément et moins rapidement qu'avec ce service-là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Oui, le truc c'est que effectivement cette espèce d'anonymisation entre guillemets de certaines données personnelles sur le moteur de recherche existait déjà, mais on savait pas très bien comment faire. Il fallait des fois, quand on voulait traiter cela, passer par un avocat spécialisé, des choses du genre, et donc ça semblait fort obscur, fort compliqué. Ici, est-ce qu'ils réagissent, il y a de l'humain derrière encore, ou c'est juste question de dire, ok, ce numéro-là, on l'affiche plus, ce nom-là, on l'affiche plus, et donc c'est purement informatique, il n'y a pas de traitement humain derrière, de choix, de décision, ou de justification à donner, ou que sais-je. Je pense que c'est purement informatique. Informatique. Par contre, là, on en a parlé les semaines passées, avec les fuites de données, notamment dans les hôpitaux de Corbeil-Essonnes et autres. Bon, je ne sais pas la nature des fuites des informations qui ont fuité, mais c'est sûr que dans les fichiers qui ont été pris, il y a des noms de personnes, il y a des adresses mail, il y a des numéros de téléphone, et donc ça peut aller très 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 vite que ces données-là se retrouvent dans des recherches Google. Après, les trouver sans recherche Google, bon, il y a d'autres moteurs de recherche évidemment, mais ça devient beaucoup plus complexe. Oui, non, ces données elles sont souvent diffusées comme des gros fichiers zip à télécharger à partir de forums peu recommandables. Ça n'apparaît pas nécessairement dans une page web qui va être indexée par Google. Ça m'inquiète moins. En revanche, en t'écoutant parler, Aurélien, je pensais aux gens qui veulent faire du mal à quelqu'un d'autre, qui voient le numéro de téléphone, je sais pas, du restaurant concurrent et qui va dire c'est une donnée personnelle, je veux l'enlever. Juste pour causer du mal à un concurrent. Donc je me demande quels sont les moyens de vérification qu'ils ont mis derrière. Quels sont les moyens de contrôle. Oui. Bon, ceci étant dit, quand tu regardes ton compte Google, il y a énormément d'informations que tu peux y rentrer, des biographies, des descriptions, des adresses, des emplois du temps, des numéros de téléphone autant qu'on en veut, des adresses web pareilles, des sites web, c'est quand même très, 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 très fourni. Donc j'imagine que c'est parce que antérieurement tu avais déjà encodé ton numéro de téléphone toi-même dans leur outil, ce qui serait assez malin de leur part de dire on va collecter de l'information pour ne pas l'afficher. Et donc ils ont quand même l'information. C'est sûr que eux ils ont tout. Oui, c'est ça. Donc ils se disent quelque part que les gens de manière que la plèbe n'y ait pas accès, on s'en fout, pourvu que nous on l'ait. Voilà. Et donc ça c'est la question qu'on peut se poser. C'est leur business de collecter de l'information et de traiter cette information. Donc on peut pas leur la question est posée à nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous allez avoir confiance dans ce nouvel outil, ce nouveau service proposé par Google? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On est à la lettre I comme IoT, ou IoT si vous voulez. Sébastien, tu nous parles des spécifications Matter qui ont été publiées.
Oui, je me suis permis de faire un jeu de mots en anglais. What's Matter de quoi il s'agit? Matter, c'est un nouveau standard pour tous les unifiés. Enfin, ça me rappelle cette blague de XKCD où il y a quelqu'un qui dit il y a 14 standards concurrents sur ce sujet-là et on va créer un nouveau standard pour les unifier tous. Et quelques mois après, on a 15 standards concurrents. Matter, c'est le résultat de plusieurs années de travail par une association de plus de 550 sociétés. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des réunions à 3 ou 4 où il faut prendre une décision. Alors imaginez à 550. C'est juste impossible. Unifier la communication entre les appareils connectés, donc les ampoules, les stores, les portes, les serrures connectées, et les appareils contrôleurs, donc les hubs des différents vendeurs, et les appareils contrôleurs des 4 grands GAFAs, si je me permets d'inventer l'acronyme, que sont Amazon, Google, Apple et Samsung sur le terrain de l'IoT. Donc l'idée, c'est de vous simplifier la vie. S'il y a le petit logo Matter sur une ampoule que vous allez acheter, vous savez que cette ampoule va être automatiquement reconnue par votre Alexa ou par votre Google Home. L'idée, c'est de simplifier la procédure d'appairage entre les appareils, ouais. La procédure de lien, vous savez, le discovery et tous ces trucs un peu chiants à faire. Normalement, ça devra fonctionner out of the box, pour autant que les vendeurs respectent la spécification. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que la version 1 a été publiée cette semaine. Ça fait 899 pages. Je l'ai téléchargé, c'est un PDF. Il y a le lien dans l'article d'Ars Technica que vous allez trouver dans les notes du podcast. Rien que la table des matières, ça fait 20 pages. Rien que la table des matières. J'ai arrêté après la table des matières. J'ai pas été plus loin. Non, mais clairement, c'est une spécification pour les vendeurs de matériel, pour les fabricants de matériel. C'est pas pour vous et moi. Pour vous et moi, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y aura des appareils Matter, et les 4 que j'ai annoncés, Google, Amazon, Samsung et Apple ont déjà annoncé, enfin font partie du consortium, mais ont déjà annoncé que leurs appareils seront compatibles sans devoir changer les appareils, puisque c'est une norme logicielle. Vous saurez que les appareils seront compatibles avec Matter. Alors dans cette version 1, ils s'attaquent aux choses relativement simples qui font on-off essentiellement, les ampoules, les portes, les serrures, les volets, des choses comme ça. Ils gardent les choses plus compliquées pour après. Les choses plus compliquées, c'est quoi? Ce sont les caméras, parce que là on doit pouvoir demander d'activer la caméra ou d'amener le flux de la caméra sur tel device ou tel device. Et les haut-parleurs, parce que les haut-parleurs, il faut être capable aussi de les grouper, de faire des paires stéréo, etc. Ça sera pour une version 1 point quelque chose ou 2 un peu plus tard. Donc pour le moment, ça se concentre sur les appareils relativement simples. Alors si vous êtes dans le monde de l'IoT, vous allez me dire, oui, mais il y avait déjà Zigbee. C'est quoi la différence? Et Z-Wave. Zigbee, Z-Wave. Exactement. Donc il faut voir Matter comme une extension. C'est parti de Zigbee, c'est une extension. La grosse différence, c'est qu'il y a un réseau mesh. Je pense pas qu'il y a ça dans Zigbee. Donc un device peut servir de relais du signal vers un autre device. Et surtout, et ça je suis certain qu'il n'y a pas dans Zigbee, c'est un protocole qui se base sur IP. Donc ça va se baser sur le Wi-Fi qui est dans votre maison. Qui est plus énergivore en même temps. Plus sur des ondes, c'est un peu plus énergivore, c'est correct. Sur IP, mais pas nécessairement connecté à Internet. Donc même si vous n'avez pas de hub communicant, vous pouvez travailler au sein de votre maison, comme vous pouvez le faire aujourd'hui avec les Ikea que j'ai ici, avec une télécommande. La connectivité Internet n'est nécessaire que pour rentrer dans la maison à travers une API, donc avec des assistants vocaux personnels ou en contrôle de l'extérieur. On pourrait imaginer à terme de n'avoir plus qu'une application Matter pour contrôler, en tout cas pour les fonctions simples, pour contrôler l'ensemble des appareils. Quand on va dans le détail, on se dit que pour des fonctions plus avancées ou spécifiques à un vendeur, il faudra toujours l'application du vendeur. Je pense pas que ça va diminuer le nombre d'applications qu'on a sur nos smartphones. J'espère que ça va diminuer le nombre de gateways, parce que je commence à en avoir beaucoup entre Philips, Ikea et autres à la maison, et à tout configurer. Quoi d'autre? Ah oui, dans la liste des 550, j'ai pas lu tous les noms, mais il y a des noms qu'on n'attend pas nécessairement. Ikea. Donc le grand public connaît plus pour des meubles, mais enfin ils ont toute une gamme d'objets connectés. Les ampoules qui m'éclairent ici au-dessus sont des Ikea. Somfy, Velux par exemple, sont dans la liste des 550. Voilà. Donc si vous vous intéressez à l'IoT, aux maisons connectées, etc. Philips aussi à mon avis, avec certainement Philips également avec les lampes. Certainement. J'ai pas lu la liste parce que c'est 550. Sur les 500, c'est les plus courants, on va dire, et même peut-être moins courants, ils sont sur une liste pareille. Ça serait un
C'est aussi une des grosses nouveautés par rapport à Zigbee et les autres, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Il y a vraiment une volonté globale de l'industrie d'aller dans cette direction. Maintenant, les standards par consortium cross-industriel, j'en ai pas vu souvent qui fonctionnaient, donc on en reparlera dans un an ou deux. Oui, c'est ça, c'est ce que les utilisateurs Zigbee te diront. Est-ce que je vais pas commencer à changer mes systèmes, etc., pour aller dans leur truc, qui tourne en version 1.0, alors que Zigbee a quand même un passif et un historique, entre guillemets, qui a grandi, qui a été, voilà, et une communauté également qui fait beaucoup de choses. Donc ça a pris, on dirait, un truc pour un peu récupérer le coup par la bande. Voilà, c'est un peu, je sais pas ce qu'en pense Aurélien. C'est une technologie Matters. Oui. Mature. Oui, c'est ça. Bon, passons. Oui, on va dire ça. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est de passer à la lettre suivante, tout simplement. Comme la lettre I, comme Intel, Aurélien, il voulait absolument avoir la parole. Donc je vais lui donner la parole à Aurélien sans aucune difficulté. On va parler d'Intel. Pourquoi, Aurélien ? Oui, c'est pour te faire plaisir. Je sais que tu adores tous les trucs pliants, les charnières, les machins. On m'en a encore parlé aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit « Oh, il est beau le nouveau Samsung pliant, machin. » Voilà. Et donc, pour te faire plaisir, et pour pas parler de choses pliantes, je vais parler de choses coulissantes. C'est peut-être préférable. Alors, donc Intel est arrivé... Intel et Samsung sont arrivés avec un nouveau type de laptop. Ouais. Un laptop avec un écran qui passe de 13 à 17 pouces en coulissant. Alors j'avoue que la vidéo, allez voir sur les liens qu'on vous propose, est assez bluffante. La personne tire littéralement sur les bords de son écran et l'image, c'est comme si c'était un rouleau qui se dépliait, quoi. C'est assez... Mais c'est le cas. C'est assez bluffant. Je pense que c'est le cas. Donc c'est un prototype avec une techno OLED sur un substrat plastique flexible. Comme tu dis, je pense que c'est le cas, mais bon, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas pliant, enfin peut-être pas quelque chose qui se déroule, c'est que ça n'a pas l'air très épais quand même, donc faut quand même, je sais pas, la dalle OLED, faut quand même si vraiment elle est enroulée, faut avoir. Oui, je pense que ça mesure combien d'épaisseur? On a les spécificités, pas encore, évidemment. L'épaisseur, non, c'est un proto pour l'instant. C'est un méga mince. C'est pas méga mince. Quand je vois le monsieur qui tient le bout des doigts, ça doit faire facile 8 mm, peut-être même plus. Mais bref, continue. Mais bon. Donc voilà, donc c'est de nouveaux laptops qui alors c'est tout ce que je rêve, c'est tout ce dont je rêve. C'est un petit laptop pour mettre dans mon sac et partir en déplacement, et puis un grand écran pour y voir clair quand je suis en déplacement. Donc je ne sais pas si c'est le but dans tous les cas de cette techno là. Est-ce qu'ils veulent faire des PC portables petits pour transporter, puis déroulables? Ça me fait un peu penser au... Vous vous rappelez là l'écran de télé au CES qui se déroulait à partir d'un meuble. Même principe, un peu. C'était LG, je pense, qui avait fait ça. Si je dis pas de ça fait un petit peu penser à ça. Bon, évidemment, ça sera une techno qui pour l'instant est à l'état de prototype. Je pense pas, ça va faire grimper les coûts, ça va, voilà, on aura des machines tout de suite. Mais en tous les cas, je trouve que au-delà du waouh technologique, je trouve que ça peut avoir son intérêt pour des gens en mobilité qui veulent tout à fait. qui veulent travailler avec un écran mais qui ont peut-être des présentations à faire, montrer à des clients, plutôt que d'être sur une petite tablette un peu étriquée qui prend pas de place en plus dans son sac en 13 pouces. 13 pouces, c'est un iPad, quoi. Et puis, bon, t'es chez un client, Stux, tu déploies ton truc, ça devient un 17 pouces, c'est directement beaucoup plus lisible. C'est peut-être dans de meilleures proportions aussi pour regarder un film, par exemple, dans de meilleures conditions. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, Sébastien. Je suis très très sceptique de tous ces machins où il y a de la mécanique. Oui, moi aussi. Excuse-moi, Aurélien. Mais je suis d'accord avec toi, parce que dès qu'on me rajoute de la mécanique, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont casser. On rajoute d'accord, un point de faiblesse et un point de et ça commence. Point de panne.
Ça commence avec un bouton et ça continue avec une charnière ou un rouleau ou des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai plus confiance dans l'histoire de l'enroulement que dans l'histoire de la pliure, en ce qui me concerne. Voilà. Oui, t'as un problème avec la charnière. Oui, toujours. Faudra creuser ça. Faut la l'huiler, surtout. Et donc, voilà. Oui, Aurélien. Juste dans la conférence Intel, là, Intel a parlé aussi je voulais le signaler, des nouveaux processeurs Intel Core qui vont sortir au mois d'octobre, là, de 13e génération, où ils atteignent là les 5,8 GHz. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, enfin, on est passé de... Moi j'ai connu des trucs à quelques centaines de mégahertz. De kilohertz. Vous de kilohertz peut-être. et donc en tous les cas la presse dit qu'on s'approche des 6 GHz et qu'on verra l'année prochaine ou l'année d'après des processeurs qui sont capables de calculer à 6 GHz de fréquence, qui est énorme. Enfin moi je suis... Il y aurait bien une limite à un moment donné, parce que là on est à des gravures de quoi? C'est du 12 nanomètres, c'est ça, ou moins que ça, même moins que ça encore. Je me souviens d'un article dont on avait parlé, où j'avais parlé de 10 voire 8 nanomètres, je crois. Ah oui. Donc, ça va on commence à avoir des problèmes. Il y a des atomes qui s'échappent des circuits. Au travers des atomes. On trop fin et donc on perd des électrons. Des électrons. Oh, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais ici? Oh merde, je suis dans la carte graphique. Non mais voilà, après il y aura peut-être d'autres technologies qui les remplaceront et on passera à autre chose. Il y avait aussi là on sort vraiment du sujet, mais il y avait cette idée de superposer aussi les couches à l'intérieur même du processeur, qui est aussi une bonne idée en soi. Mais bon, on est hors sujet, on va dire. Hein. Si on en reparlera à l'occasion. En venant du coulissant, effectivement. Oui, on a vraiment glissé dans le coulissant. À quand les couches qui coulissent? Ça. Oui, aussi. Bon, ça. Alors là, il doit y avoir une contrepétrie, mais je l'ai pas encore saisie. Non, pas du tout. Je reviendrai dessus plus tard si elle est potable. On est à la lettre J comme justice. Seb, un responsable de sécurité se retrouve devant la justice. Dans quel contexte, à quelle occasion? Youpi. Il a même été condamné, c'est le responsable d'Uber, l'ancien responsable d'Uber de la sécurité qui a été condamné. Et pourquoi je parle de ça? Parce que souvent on se dit, tiens, il y a eu des brèches de sécurité, etc. Et puis souvent, Marc, tu dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé après également? Ben voilà, je fais le service après-vente. Revenons un peu en arrière. En 2014, Uber a une première brèche de sécurité. Ils se font voler des informations personnelles pour 50 000 clients environ. Suite à ça et d'autres choses, fin 2015, début 2016, ils engagent un nouveau responsable de la sécurité informatique et pas de bol, quelques mois après, paf, rebrèche de sécurité. Bon, le monsieur, on ne peut pas grand-chose à ce stade-là puisqu'il venait d'arriver, mais une grosse cette fois, 50 millions de clients, 7 millions de conducteurs avec les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, 600 000 numéros de permis de conduire aux US, en sachant que ça peut être utilisé pour vous identifier à plein d'autres choses également. Ce sont les chauffeurs de taxi qui se sont frottés les mains. Donc pas bon. Et, enfin bon, ça arrive, on le dit souvent et on le répète souvent ici. Sauf que le monsieur, je vais pas vous donner son nom parce que ça sert à rien, il vient d'être condamné, vous le retrouverez facilement également, qui était responsable de la sécurité, demande à des employés de contrôler la communication là-dessus et de ne pas communiquer ni aux intéressés, les personnes qui se sont fait voler leurs données, ni aux autorités ce qui s'est passé. Et donc il a essayé de passer tout cela sous silence, ce qui est un crime aux États-Unis et en Europe aussi d'ailleurs. Quand il y a une brèche de sécurité, il faut le reporter. Vous êtes obligé de le reporter aux autorités compétentes. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Il a été d'abord viré par Uber en 2017, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en 2017, au moment où il a été inculpé par la justice pour ses agissements et ses tentatives de cacher cette information. Les juges de l'État de Californie disent que les sociétés de Californie disposent de beaucoup de données des consommateurs et des citoyens américains et internationaux d'ailleurs, et qui s'attendent que ces sociétés protègent ces données et surtout alertent leurs clients et les autorités si jamais des données sont volées par les hackers, et qu'ils ne toléreront pas le fait de cacher de l'information du public dans l'intérêt de protéger leur réputation ou la réputation de leur employeur. Et donc c'est à ce titre-là
qu'il a été condamné. On ne sait pas encore à combien il a été condamné, parce que dans le système de justice américain, il y a la condamnation. D'abord, on dit oui, il est coupable, et puis il y a la sentence. Mais il peut risquer jusqu'à plusieurs années de prison, 5 ans de prison, quand même, personnellement, pour cela. Uber a déjà été condamné d'ailleurs en tant que société. Je termine avec ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas été condamnés. Ils ont fait un accord à l'amiable, comme il y a moyen de faire avec la justice, 148 millions de dollars. Mais en UK et en Hollande, ils ont été publiés à un total de presque 1,2 million de dollars par les autorités anglaises, grand-britanniques et néerlandaises. Mais est-ce qu'il avait une part de responsabilité? Enfin, tu me diras, en tant que chef de la sécurité, sans doute à un certain degré, mais il n'y a pas eu de malversation à la base. C'est pas lui qui a divulgué les informations, qui les a fait fuiter ou quoi que ce soit. Non, c'est après. Il a tenté de cacher la fuite. Et il a utilisé son autorité pour que ses employés, les gens de son équipe, ne divulguent pas la suite non plus. C'est lui qui a donné l'instruction de ne pas cacher, de ne pas révéler. Non, il est évidemment pas impliqué dans le hack, il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Moralement, si, il y peut, puisque c'était lui qui était en charge, mais c'est ça, ils se sont fait hacker. Mais non, il est condamné parce qu'il n'a pas essayé de le cacher, aux autorités compétentes, ce qui est intéressant comme approche. Et c'est la première fois qu'un responsable informatique d'une grande société se fait condamner aux États-Unis sur cette base-là. Ça fera réfléchir ceux qui ont envie de glisser les problèmes sous le tapis, dans parce que finalement, il faut prendre ses responsabilités à un moment donné et dire clairement les choses en disant voilà, on a fait une bourde ou on a été attaqué et on n'a pas résisté, et puis voilà. Puis et chacun après, alors la part de responsabilité, ça c'est avec son employeur, ça les regarde, mais par rapport au public, c'est vrai qu'il faut montrer patte blanche. Ça devrait être le cas chez nous aussi. Je sais pas s'il y a des lois de ce genre-là en Europe. Alors je ne connais pas, je suis pas spécialiste, mais oui, il y a des obligations de disclosure, de révéler que des informations ont fuité aux autorités compétentes, la CNIL en France, l'équivalent en Belgique. Oui, c'est juste, voilà, ça c'est bien. C'est une bonne idée. En tous les cas, vu le nombre de personnes qui sont... On rapporte à la CNIL, c'est pas nécessairement pour ça que le grand public, et ça doit être dans les médias, etc. La CNIL peut décider de garder l'info confidentielle, etc. Mais il faut le rapporter aux autorités compétentes. Oui. Aurélien. En tous les cas, Results About You de Google a un bel avenir, parce que vu le nombre de personnes qui sont impactées, le service est déjà saturé. C'est merci les gars. Il nous a vraiment énervé, ce responsable de la sécurité. On est à la lettre M comme Maker Faire. J'ai l'impression qu'on en a parlé hier, ce qui est un petit peu vrai. Mais on en a déjà parlé chez les technos de ce rendez-vous des makers, c'est-à-dire des faiseurs. Oui, donc la Maker Faire qui aura lieu cette année à Lille, dans le Schnorr, le week-end du... vendredi 14, 15, 16 octobre, merci. Où ils attendent donc 600 makers, 180 stands. Et puis il y a toujours... L'entrée est gratuite, oui, ça sera donc la gare de Saint-Sauveur, enfin l'ancienne gare à Lille, très bel endroit retransformé. Et donc, comme chaque année, il y aura un tas de stands, de projets qui vont, c'est très hétérogène. Mais voilà, donc moi, je pense y faire un tour. Une indication pour nos éditeurs, si vous êtes dans la région. Voilà. Vous êtes dans la région, vous voulez aller boire un café. Parlez pas en même temps, les gars, parce qu'on oui. Pour aller boire un café. Aussi. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Venez boire un café avec nous, on va rigoler. Mais vous y allez samedi ou dimanche? Parce que c'est compliqué, du coup. Moi, je serai samedi. Voilà, et l'autre, ce sera dimanche. Juste. On fait une permanence. Sur le stand, c'est marrant parce que on est sur le site france.makerfair.com, il est marqué entrée gratuite. C'est marrant parce que moi j'avais reçu un communiqué de presse dans lequel on disait que c'était gratuit jusqu'à 16 ans et qu'au-delà de 16 ans il y avait c'était 6 € ou quelque chose comme ça. Mais je peux me tromper, j'ai peut-être pas le même communiqué de presse, ou c'est peut-être celui de 2021, je sais pas. En tout cas j'avais un petit doute là-dessus, mais a priori ça doit pas, même s'il y a un petit truc à payer, ce serait pas. C'est gratuit. Ouais, il le marque en tout cas, donc garde ça. Bon, en tous les cas, il y a vraiment
quoi faire dans tous les domaines. Vous avez des gens des makers qui font de l'impression 3D, vous avez des gens qui font de la low-tech, vous avez des gens avec des habitats complètement fous, vous avez il y a de quoi faire, des gens qui font du bois, vous avez des gens qui font un tas de choses. Voilà, donc à faire en famille, parce que je pense qu'il y a plein de choses aussi pour les enfants qui s'appelaient ce qu'on appelait, quand j'étais gamin, on appelait ça des bricoleurs. Hein, et aujourd'hui on dit des makers, parce que on disait des makers, donc du coup ça a assez justifié que c'est un magasin de bricolage qui en soit principal sponsor. Aussi, exactement. Donc économie s'y trompe. Alors forcément. Voilà. Voilà, juste pour la blague. C'est marqué partout de toute façon. Mais voilà, bonne idée si ça vous tente, si vous êtes juste par curiosité déjà, et si vous êtes maker vous-même, à mon avis vous connaissez, vous allez trouver un tas de trucs. Donc Lille, le rendez-vous est pris du 14 au 16 octobre. C'est dans 2 semaines en fait, si je dis pas de bêtises, ou 3 semaines. Dans une semaine. Dans une semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'était non sponsorisé, évidemment, comme annonce. On est à la lettre P, alors que j'ai perdu le curseur de ma souris. Ah, là voilà. Comme ça, vous savez tout. P comme POSIT, Aurélien. Quand on rebat les cartes de l'encodage des nombres, ça va passionner certainement Sébastien aussi, j'en suis sûr. Et oui, en fait, on fait une petite battle avec les gens. Oui. David qui avait expliqué pendant l'été un truc super complexe sur la virgule flottante, tout ça. Exactement. Sur les 8 bits, tout ça. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas de petits. Les POSIT, c'est pas des petites. Vous savez, des petites feuilles avec un autocollant au-dessus là pour écrire un truc. C'est pas ça du tout. Donc non, c'est très intéressant. Non, c'est le truc qui m'a le plus passionné cette semaine. C'est une façon d'encoder. C'est 2 chercheurs qui ont trouvé une façon d'encoder des nombres sur 32 bits. Avec une précision prétendent-ils supérieure à 10 000 fois ce qu'on peut atteindre avec des 32 bits à virgule flottante. Alors le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a des intelligences, plein d'algos autour de nous, dans les assistants vocaux, dans la traduction automatique, dans tout ce que vous voulez. On a plein d'algos qui utilisent l'intelligence artificielle. Or, pour entraîner ces modèles, je vais vous donner un exemple juste après, il faut un énorme, un très très grand nombre d'opérations. Alors je vais vous donner un exemple. Il a fallu 1 million de milliards de milliards d'opérations pour entraîner un modèle. Alors je vais le modèle OpenAI qui s'appelle GPT-3. Alors c'est pas une blague, GPT-3, qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Et en fait c'est un modèle qui s'occupe de tout ce qui est autour du langage. Par exemple, ce modèle, il est capable d'aller chercher, d'aller répondre, vous posez à votre assistant pourquoi mon pain a-t-il gonflé, c'est l'exemple qu'il y a dans l'article. Il peut aller chercher dans la page Wikipédia et mouliner les informations qui sont dedans pour pouvoir vous répondre. Il permet d'analyser et de synthétiser des textes sous forme de tableaux, de résumés. Il est capable de comprendre une discussion, d'élargir le contexte. Il peut faire de la traduction, on l'a dit. Et autre chose qui est dans le Wikipédia de GPT-3, il est capable ça je savais pas, de transformer un texte de langue courante à un texte juridique. Ça veut dire que bientôt on pourra écrire des brevets comme ça à la louche. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais et que des cabinets ont écrit pour moi un certain nombre de brevets et je m'amusais il y a quelques années à parler en langage brevet, mais je ne sais plus le faire. Ceci étant dit, un des usages déjà vus, mais tout le monde ne le sait pas, de ce modèle de langage, c'est par exemple dans la presse économique. Quand vous lisez dans la presse économique le bilan à l'ouverture de telle ou telle bourse, etc., plutôt que de mettre un humain qui va systématiquement faire les mêmes formules, machin, etc. Et il y a maintenant des algorithmes, on dit intelligence artificielle, qui rédigent l'article que vous allez lire. Pareil pour la météo, on lui donne un paquet de chiffres en disant 18 degrés à la machin, et on va mettre ça en bon français qui coule bien, machin, etc. Parce que voilà, il n'y a pas de réelle valeur ajoutée à mettre un humain derrière. Je pense quand même que c'est relu avant publication, j'espère, mais pour le reste, voilà, ce sont des choses qui sont déjà utilisées. Peut-être pas celui-là, mais dans le genre, oui.
En tous les cas, ce GPT-3 là, qui a nécessité énormément de calculs pour être entraîné, le coût de l'entraînement de cet algorithme-là, c'est estimé à 5 millions de dollars. Alors, évidemment, c'est un investissement, hein, ça a été amorti. Et donc, il y a 2 chercheurs de l'université Complutense de Madrid, John Gustafson et Isaac Yonemoto, qui ont cherché à se dire, mais si j'arrive à coder des nombres et à être plus précis, parce que tout ça, hein, derrière tous ces algorithmes, c'est des affinités, c'est-à-dire que tel texte correspond à tel texte et il y a une valeur numérique qui en découle. Et donc, il faut être hyper précis sur une pleine échelle qui est énorme. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir du détail sur une très très grande largeur de nombres. Donc ils ont mis en place un processeur qui permet d'utiliser les POSIT, qui sont une nouvelle façon d'encoder ces nombres, et donc d'accélérer par 4 le temps et donc le coût de l'entraînement d'un tel algorithme. Alors l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, les surfaces des puces sont beaucoup plus grosses, parce que forcément, ce qu'ils ont fait, c'est du prototype, et puis qu'au niveau consommation énergétique, c'est pas non plus très optimisé. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, un 32 bits signé, donc je vous rappelle, un 32 bits signé, vous avez 1 bit de signe, 8 bits d'exposant et 23 bits de mantis. Vous pouvez, le plus petit nombre que vous pouvez, c'est à peu près 1,5 10 moins 45, donc 0, vous mettez 44 0 et un 1, jusqu'à 3,4 10 puissance 38. Donc 3,4 et vous mettez rajouter 37 0 derrière. Donc vous voyez un peu la largeur des nombres qu'on est capable de mettre sur un 32 bits. Ça suffit pas encore, et on peut encore coder ça d'une meilleure manière pour accélérer l'entraînement de ces algorithmes. Je trouve ça passionnant. Il n'y a pas de doute, mais tu m'as perdu. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai suivi très, voilà, mais de nouveau, on est dans la compétition. Là, avec David, vous avez mis la barre très haut, après la virgule flottante, le POSIT. On va demander à nos auditeurs à un moment donné de donner des points en 32 bits à l'un ou à l'autre. Ça va se jouer à très peu, à mon avis. Si c'est jusqu'à 10, il n'y a pas besoin de 32 bits. Hein. Oui, c'est juste, mais je trouve ça plus amusant d'avoir plus de largeur de spectre pour pouvoir donner une notation, parce qu'on n'est pas à l'école des fans ici, tout le monde n'a pas dit. Donc, Sébastien, qu'en pense-t-il ? Moi, je pensais à GPT-3, je voulais rajouter quelques informations parce que c'est effectivement un algorithme super puissant, enfin un modèle, c'est pas un algorithme, c'est un modèle AIML super puissant. La société qui est derrière ça s'appelle OpenAI et on en a déjà parlé plusieurs fois dans les technos parce que c'est elle qui fait DALL-E également, et DALL-E c'est ce générateur d'images dont on a parlé dans les technos la semaine passée ou la semaine d'avant, je sais plus, parce que j'ai écouté 2 épisodes d'affilée donc je sais plus dans lequel la semaine dernière. C'était, mais la génération d'images. C'est un modèle énorme, hein, il y a plus d'1 milliard de paramètres pour le tuner, c'est des modèles qui font 800 gigas à peu près. Une fois qu'ils 800 gigas, hein, juste le modèle. Et d'après certains journalistes, je crois que c'est le New York Times qui disait, il y a pas moyen de distinguer le langage généré par GP3 d'un langage créé par des humains. Il était entraîné sur des milliards et des milliards de mots qui viennent de sources différentes, tellement de mots que certains, y compris des langages de programmation, sont passés dans son entraînement. Et donc il y a certains qui disent mais j'ai jamais pu essayer, qu'il est capable de coder des CSS ou du Python sur des cas simples aussi, parce qu'il a absorbé tellement de choses dans son entraînement qu'il est capable de restituer ça. C'est à peu près 60% j'ai le mix là sous les yeux, 60% du mix vient de command crawl, donc des données qui ont été collectées sur internet, 22% de web text, je sais pas ce que c'est, 16% de livres simplement et 3% de Wikipédia. C'est source de données pour son entraînement. Il doit y avoir de l'argot aussi, en plus des langues. Oui, et des profanités également. Il y a eu des études là-dessus. De temps en temps, il sort des trucs qui sont pas politiquement corrects, mais pas plus que son prédécesseur GP2 ou pas plus que dans les corpus qu'il a géré non plus. Donc, il est pas
Apparemment, il n'est pas biaisé pour en sortir plus ou moins. Oui, c'est ça. Il a appris la manière dont nous parlons et il parle de la même façon. Enfin, entre guillemets. Il est bien élevé. Il parle pareil. Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend quel paramètre tu... Enfin, après, sur 1,5 milliard de paramètres, si tu oublies de cocher une case, il faut... c'est compliqué. Certains de ces modèles, je suis pas expert en AIML, mais sur certains modèles, je sais pas sur GP3, on utilise des modèles d'apprentissage pour tuner les modèles, parce que le milliard de paramètres, c'est juste pas possible. Oui. Exactement. Il y a plusieurs couches. Et c'est quoi? Ce sont des API qui parlent à des API qui parlent à des API pour arriver à. Oui. Ah, c'est des soirées, on n'est pas invité, ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a soirée API. Donc voilà. Bon, ça a volé haut. Hein, il faut le reconnaître. Quand ça vole haut, ça. Bon, à 44e minute. Normalement, à 40e minute, les enfants sont couchés, on peut voler haut. Hein, donc, j'essaye de justifier d'une manière ou d'une autre. Mais on va redescendre bien bas. Hein, je pense que ça va pas traîner. Regarde, par exemple, avec la lettre S, comme Shredder. De quoi s'agit-il? Décidément, mon pointure de souris aujourd'hui me fait des siennes. Sébastien, on parle de disque dur. De Valve. Ah non. Ouais, on redescend dans la benne à ordures, tu vois. On redescend vraiment. Le saviez-vous? La plupart des grosses sociétés tech jettent et détruisent les disques durs qui sont soit de vieux et qui doivent être remplacés, soit de ceux qui ne fonctionnent plus, plutôt que de les recycler ou plutôt que de les revendre, par exemple. Et pourquoi les sociétés font ça? Parce qu'il y a une paranoïa que des données puissent fuiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un disque dur qui sort entier des gros cloud providers publics. J'ai nommé Microsoft, Google, Amazon, pour ne prendre que ces trois-là. Ces disques sont d'abord démagnétisés en fonction de standards de l'armée américaine, et puis ils sont passés à la broyeuse. Mais quand je dis la broyeuse, vous voyez les destructeurs de documents pour détruire un document papier, c'est à peu près la même chose. Ils ressortent de la poussière de disque dur. Enfin, de la poussière, c'est des petits grains d'un demi-centimètre sur un demi-centimètre. Donc tout à fait inutilisable, parce que ces sociétés, mais pas que les clouds, et c'est ça qui m'a étonné en lisant cet article, des banques font ça aussi, et pour les mêmes raisons, sont paranoïaques, et à juste titre à mon avis, sur l'idée que des données puissent fuiter. Imaginez que les données d'une grande administration, d'un grand groupe informatique, d'une grosse société du CAC 40 se retrouvent dans la benne à ordures. C'est arrivé. C'est arrivé. Pas chez le provider dont j'ai parlé avant. Non, mais je me rappelle d'une histoire, ça s'est passé, je pense, dans les années 80 ou 70 ou 80. Une grosse banque avait mis simplement sur la poubelle un tas de listings dans lequel il y avait des données sur tous leurs clients, enfin pas tous, mais une partie de leurs clients. Et il y avait une pile de papier. Et je sais pas si vous avez vu ça, enfin les gens de plus de 45-50 ans ont sans doute vécu ça, d'avoir en papier brouillon des anciens papiers listings. Récupéré parce qu'au dos on savait encore écrire, etc. Fameux papier pyjama, moi j'appelais ça. Et donc les gens prenaient ça quand ils en trouvaient sur la poubelle, les ramassaient, rentraient avec ça chez eux en disant voilà, du papier brouillon pour le gamin. Et donc il y avait toutes des informations et c'est tombé entre de mauvaises mains ou des mains de journalistes, parce que finalement ça s'est su. Donc ça ne date pas de l'ère informatique, c'est de tout temps, il faut faire attention à ce qu'on met à la poubelle. À la poubelle, exactement. Et donc c'est pour ça que ces grandes sociétés détruisent vos disques durs, parce que vous voulez pas que vos données qui ont été dans le cloud à un moment se retrouvent dans une benne à ordures, quel que soit le type de données. Et donc avec le traitement qu'ils font subir aux disques durs, il n'y a aucune chance qu'on puisse les récupérer. Mais évidemment, nous sommes à l'heure du green, du sustainability, de la planète, du réchauffement, etc. Et on se dit, est-ce qu'on pourrait pas récupérer? Il y a plein de métaux rares là-dedans. Et certains experts en informatique et en crypto et en stockage disent qu'il y a des techniques de démagnétisation maintenant qui ne cassent pas le disque dur, il serait encore reformatable après, mais qui effacent de façon permanente les informations qui sont dessus. Les sociétés qui pratiquent cela pour le moment ne commandent pas et préfèrent conserver la confiance de leurs clients, quitte à détruire des millions et des millions de disques durs. On estime qu'aux États-Unis seulement, on est à 20 millions de disques durs par an. Ouais. Et on parle que des États-Unis.
Bon, ceci étant dit, une fois broyés tels qu'ils sont broyés par les fameuses broyeuses qu'on a déjà tous vues sur TikTok ou dans les petites vidéos, enfin voilà, on a cette image-là avec ces dents qui se referment, ces roues dentées qui se referment sur l'objet, quel que soit l'objet d'ailleurs. J'imagine que la matière qu'on retire derrière, on peut quand même encore en faire quelque chose, la refondre, l'utiliser, je sais pas, pour faire des porte-manteaux, des clinches de porte ou que sais-je. Ouais, je pensais ça aussi, puis en lisant dans le détail de l'article, les spécialistes disent que non, parce que c'est des trop petites pièces qui sont mélangées les unes avec les autres, le coût de tri, de séparation, ça serait prohibitif. Tandis que si le disque est entier, c'est plus facile d'aller rechercher les composants recyclables ou réutilisables. Ok, bah ça se tient, ouais, effectivement. Bah du coup, c'est très bête. Oui, parce que voilà, c'est une espèce de purée de toutes sortes de choses dont on ne sait pas dissocier les uns des autres, ou alors avec sans doute des coûts de recyclage prohibitifs. Voilà, c'est ça. Donc on va l'enterrer au fond du jardin, hein, et ce sera bien comme ça. Ce sera pour les enfants plus tard. Voilà, ce que je retiens, c'est deux choses. C'est d'abord, je savais que les cloud providers faisaient ça, je ne savais pas que des sociétés privées faisaient ça aussi, comme des banques, mais au fait ça se tient. Et la deuxième chose, c'est que j'apprends, c'est qu'il y a un mouvement dans l'industrie de spécialistes qui il y a peut-être une autre moyen de faire. Il faudra peut-être du temps, des années avant que les mentalités changent, mais il y a une porte possible qui s'ouvre et c'est toujours bon. La destruction physique est toujours, quand on a quelque chose à cacher, plus rassurante simplement que de passer dans un four, dans ce qu'on appelle un four magnétique, parce que là, on ne sait pas s'il a bien fonctionné, si on a bien passé sur le bouton, si ça a duré assez longtemps, etc. Voilà, je pense que il faudra du temps pour que l'idée fasse son chemin. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien sur la destruction d'informations sur un disque. Non, j'en pense rien. Voilà, ça a l'avantage d'être clair, net, précis. Avec Aurélien, on sait toujours où on va. Par exemple, on y va à la lettre W, qui va conclure d'ailleurs cet épisode 370, puisqu'il s'agit du oui mais non de la semaine. Le oui mais non, je le rappelle, c'est une information technologique, certes, mais totalement improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes. Aurélien, de quoi s'agit-il ? Bilou veut avoir le feu aux fesses. C'est le titre que tu as donné à cette news, un petit peu particulière. Oui, c'est Bill et Melinda, vous savez, Bill et Melinda Gates, ils ont une petite fondation, ils se sont dit, tiens, on va aider des projets, voilà. Et puis ils se sont dit, tiens, on va pas y aller tout seul, on va y aller avec Samsung, au moins, on ne sera pas tout seul. Ouais. Et donc ils ont remis au goût du jour, ça va être bref, un projet qui avait été lancé en 2011. C'est un prototype de toilette qui brûle les matières fécales et de manière à éliminer les agents infectieux. D'accord. Et le tout en recyclant l'eau qui est dedans, parce que c'est fait pour des populations où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, ne nécessite pas d'apport d'eau. Et en fait, voilà, pour éviter les problèmes de maladies et d'évacuation d'eau et des maladies qui se transmettent, merci. Par ça, et voilà, ils ont les cœurs sur la main, ils ont le titrage et la news prête à sourire, on est bien d'accord, mais il y a quand même un enjeu. Il y a des pays, des régions dans le monde, des villes où c'est un véritable problème de santé publique, parce que les gens n'ont pas nécessairement à domicile les équipements adéquats. On parlait de l'eau par exemple, ou des pénuries d'eau, et qui vont en gros faire leurs besoins un petit peu n'importe où, et voilà, ça conduit aussi à des catastrophes. L'article se finit en disant que l'OMS dit qu'il y a 4,5 milliards d'individus qui n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates et du coup ça pourrait leur servir. Je trouve que le projet, même si c'est un ancien projet, le fait qu'il y a un coup de projecteur par la fondation Bill et Melinda Gates, why not, ça a du sens. Et si ça peut aider la santé des gens, je trouve ça plutôt bien. Après, je voudrais bien voir un peu le prototype et voir comment ça fonctionne. Parce que c'est une chambre de combustion. On a déjà parlé. On a déjà parlé avec, je pense que c'est avec Thierry, notre van lifer, de toilettes sèches. Si, il s'agit quand même de toilettes super sèches. Du coup, voilà. Mais c'est parce qu'avoir alors déjà les gens n'ont pas de toilettes classiques, on va dire. Alors avoir un incinérateur à la maison.
On peut se poser la question aussi quel facteur de forme choisir, quelle énergie employer. Mais si on en parle, c'est qu'il y a une raison et que certains y ont manifestement pensé. Donc on vous mettra le lien vers l'article évidemment et vous irez jeter un petit coup d'œil sur les toilettes ultra sèches qui réduisent en centre les excréments proposés par notre Bilou. Je dis le nôtre mais c'est le vôtre aussi, c'est le Bilou de tout le monde. Voilà, qui conclut donc... Faire démarrer, arrêter quand t'as fini. Oui, c'est ça. Pour tirer la chasse, il faut cliquer sur démarrer. Le bouton à changer, c'est déféquer. C'est que tu peux pousser sur déféquer pour tirer la chasse. Arrêtez de dire des bêtises. C'est un épisode qui s'achève. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous avez des amis dans les réseaux sociaux, etc. Vous le savez, traditionnellement, on se quitte avec une petite citation, mais je vous propose d'y réfléchir. Je vous signale toujours au passage que, évidemment, mes petits camarades ont encore des choses à dire et qu'il y aura donc un bonus, peut-être même qu'il est déjà à disposition, donc n'hésitez pas à le consommer et à le partager lui aussi. La petite citation de la semaine. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. C'est signé Henry Ford, et Henry Ford qui, pour le coup, avait été cité par Steve Jobs. Comme ça, on a une citation par personne interposée. À tiroir. À tiroir. Mais finalement, ça se tient un petit peu. Hein. Voilà. C'est la définition peut-être d'un produit que personne n'attendait. Voilà. Mais je vous laisse réfléchir à ça, évidemment. Essayez de mûrir l'histoire et n'hésitez pas à vous aussi peut-être partager des citations que vous avez vues et qui cadrent un peu avec l'esprit des technos ou de ce dont on parle régulièrement. Merci Sébastien, merci Aurélien et on se dit donc du coup à très vite. Passez une très bonne semaine. À très bientôt. Salut. Bye.